Bonjour à tous, bonsoir Lorraine. Bonsoir Jérôme. Aujourd'hui tu nous appelles en direct des locaux d'Open Classroom, là où tu travailles aujourd'hui, Oui, c'est ça. qui est un des leaders en matière de e-learning en Europe. On en parlera un petit peu plus précisément dans cette interview. Voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de t'interviewer parce que tu as quand même un parcours super intéressant dans le domaine de l'apprentissage et de l'éducation. Et justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai toujours considéré que j'avais eu un parcours, en tout cas académique, un petit peu atypique, ou qu'on aurait pu penser pas très linéaire ou pas très cohérent, parce que j'ai fait d'abord des études littéraires, philosophie. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, et puis j'ai fini par un master en développement durable. Donc, on dirait que je me suis cherchée un petit peu, et c'est vrai que c'était le cas. Et c'est seulement à la fin de mon master, donc à la fin de cette année d'études, que je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler dans l'éducation. Et pourquoi je m'en suis rendu compte, c'est parce que en fait mon master je le faisais au Canada et que là-bas l'enseignement était un peu différent et je me suis rendu compte de choses qu'on a plus ou moins acquises, comprises dans le système français et qu'on tient pour normal et qu'on remet pas forcément en cause et qui pour moi finalement ont été des moments un peu pénibles dans ma scolarité et où longtemps j'ai pensé peut-être être bête ou pas faite pour les études ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai compris donc très tardivement que j'avais pas été adaptée pour un système que maintenant je juge d'un autre siècle et que j'avais envie de faire quelque chose pour changer ça. Alors évidemment, j'avais pas envie de travailler dans l'éducation nationale ou en tout cas dans le système traditionnel classique. Et en plus, j'avais pas de formation là-dedans puisque je venais de passer 7 ans d'études à faire autre chose. Voilà. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'apporter un petit peu de connaissances sur le sujet et aussi un peu de crédibilité, un peu de légitimité. Donc j'ai lancé un blog sur le conseil de mes profs au Canada parce qu'en en fait, on écrivait souvent en cours et j'avais le réflexe d'écrire sur des sujets qui m'intéressaient et l'éducation, le thème de l'éducation revenait souvent. Et mes profs m'ont dit c'est intéressant ce que tu dis, tu devrais le partager. Donc ça a démarré comme ça sur une plateforme de blogging, je crois que c'était Blogueur à l'époque, enfin, un truc un petit peu vraiment très bas de gamme en fait sur lequel j'ai commencé à écrire. Et puis en fait ce blog a évolué au fil des années, donc ça c'était en 2012. Je suis passée progressivement à du WordPress et puis en faisant du WordPress j'ai mis les mains un peu dedans et j'ai appris à comprendre comment ça marchait, j'ai commencé à me passionner pour le numérique et j'ai compris en parallèle, au moment où j'étais en train d'écrire des articles un peu de fond, peut-être un peu trop intellectuels, un peu trop compliqués, j'ai compris qu'en fait les outils, le numérique, ça allait être très important pour moi, pour développer des connaissances sur le sujet et que c'est ça qui manquait en fait pour faire changer un peu les choses. Alors je dis pas que la technologie a réponse à tout. Mais en tout cas, bon, quand on voit le fait que bon, Internet apporte énormément à plein de gens qui peuvent consulter du contenu gratuitement partout, tout le temps, bon, il y a quand même des questions qui se posent par rapport au système actuel qui, entre guillemets, fait payer son contenu et que je trouvais un petit peu aberrant. Donc j'ai arrêté de faire des articles trop intellectuels et j'ai commencé à faire du tutoriel, à parler de pratiques, de conseils, de pédagogie. Et puis progressivement, je me suis fait inviter dans des conférences et c'est aussi ça qui m'a permis de trouver du travail à chaque fois. C'était jamais parce que j'avais un master, c'était toujours parce que j'avais un blog. Je trouvais ça un petit peu bizarre au début, puis maintenant en fait j'en joue complètement. Donc je mise tout sur mon blog, j'ai même retiré de mon profil LinkedIn que j'avais un master en école de commerce, parce que ça m'a finalement servi à rien, a priori. Waouh, Voilà. là, quand même, c'est quand même un peu à contre-courant, là, ce que tu es en train de me dire. À contre-courant de quoi? Du système classique, tu Ah veux bah dire? oui, oui, t'as quand même un diplôme et tu préfères miser sur autre chose qu'un diplôme que moi, je suis totalement d'accord. Et de toute façon, j'ai un parcours assez similaire hein, avec mon propre blog. Mais du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc, tu es en train de dire finalement que ton diplôme a beaucoup moins de valeur que ton blog. Voilà, ben, c'est ça. J'ai commencé d'abord chez M6 et M6 m'a recruté parce que j'avais un blog. Après, j'ai travaillé dans l'éducation, une école de commerce qui m'a recruté aussi parce que j'avais un blog. Et après, c'est grâce à ce blog
parce que j'ai fait un article, parce que en fait dans ce blog je fais des tutoriels, mais je fais aussi des témoignages où je raconte des chroniques d'immersion que j'ai faites dans des systèmes éducatifs innovants comme 42. Et quand j'ai fait ça pour 42, ça a eu une portée très importante sur mon blog. C'est cet article qui m'a amené à faire une conférence, puis une deuxième, et c'est cette conférence qui m'a amené chez Open Classrooms. Donc ça n'a jamais été lié par rapport à mon parcours académique. Par contre, c'est vrai que c'est lié à des compétences qu'on peut voir à travers le blog et à travers les conférences. Mais basiquement, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que les dernières années que j'ai passées depuis 2012 à travailler, puisque très vite après l'école de commerce, je me suis mise en freelance, à travailler pour différentes startups. Je me suis aperçue que le fait d'aller sans arrêt à des conférences, soit pour parler, mais surtout pour écouter, pour aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le milieu, d'aller sur des événements dans l'écosystème parisien, de rencontrer des gens qui montent des startups, de faire sans arrêt des rendez-vous dans des cafés, déjeuner avec des personnes qu'on rencontre pour la première fois. En fait, je me suis constitué un réseau, un petit peu sans m'en rendre compte, qui est en fait un réseau professionnel et qui me permet de trouver du travail dès que j'en ai plus. Et ces deux constats, le réseau que j'ai réussi à me construire d'année en année, parce que je m'intéressais à un sujet qui me passionnait, et le fait que j'avais un blog et que j'ai essayé de développer une vie et un travail, m'inventer une place sur Internet dans le domaine de l'éducation, c'est ce qui me donne aujourd'hui de la visibilité et du travail. Donc je me rends compte qu'effectivement, oui, mon parcours, c'est pas qu'il ne m'a pas servi du tout. Il y a forcément des choses que j'ai apprises en école de commerce et que je ne veux pas dénigrer. C'est juste que je m'aperçois que je ne mise pas dessus et que ça n'a pas forcément un avantage compétitif. Les entreprises d'aujourd'hui, c'est sûr que si je voulais travailler dans une entreprise du CAC 40, il vaudrait mieux que je présente un CV où il y a un master écrit dessus. Mais le truc, c'est que les entreprises qui recrutent aujourd'hui, et notamment les entreprises qui recherchent des profils agiles, elles cherchent des personnes intelligentes. Donc quand je dis intelligente, c'est vrai que le terme est un petit peu... Qu'est-ce que tu entends par intelligent, justement? Eh ben, j'entends intelligence au sens 21e siècle. Ça veut dire créatif, qui est capable de penser hors du cadre. Et le problème, c'est que les études qu'on a tous faites, ou pas, nous donnent un cadre de pensée très établi, très standardisé, qui à la base avait un principe et une intention très louable, mais qui aujourd'hui, en fait, nous empêche de trouver des solutions créatives pour répondre aux défis qui nous attendent demain. Du coup, les personnes qui sont peut-être moins fortes en esprit de synthèse, en analyse, ou en dissertation, ou que sais-je, peuvent être privilégiées parce qu'elles ont une façon de penser qui challenge les autres. Et à cause de ça, on aboutit à des échanges plus fructueux, à des brainstorming de meilleure qualité et à des personnes qui sont capables d'arriver avec des idées auxquelles personne n'avait jamais pensé. Voilà. Donc je trouve que les entreprises d'aujourd'hui, elles recherchent ce profil-là, dont les startups surtout. Et de toute façon, voilà, moi je pars avec cette même état d'esprit en travaillant sur les soft skills justement. Et ça me parle tout à fait. Et ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est aussi la philosophie que l'on a chez lasemaine.com, qui consiste vraiment à apprendre. Ok, c'est important, apprendre, accumuler de la connaissance, etc. Mais comme tu le disais, finalement, toute cette amas de connaissances est disponible maintenant, littéralement dans la main. À partir de son smartphone, on n'a même plus besoin de taper sur son smartphone pour accéder à la connaissance. Il suffit de dire OK Google et voilà, on pose la question et on a accès à l'information. Donc finalement, ce qui fait la différence, c'est comme tu dis, c'est toutes ces compétences-là et aussi ça, on va dire notre capacité à passer à l'action, à faire des choses pour de vrai, ce que tu le fais et finalement ton blog n'est qu'un reflet de tes actions et je pense que c'est ce qui parle aux recruteurs, aux dirigeants, etc. C'est que tu arrives à montrer que tu ne fais pas que savoir, mais que tu aussi tu sais faire les choses, tu as un savoir-faire, des compétences et finalement c'est une meilleure manière d'apprendre, c'est en faisant. Oui, tout à fait. Et ça me fait penser à quelque chose de très intéressant. Ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, en tant alors je suis enseignante actuellement chez Open Classroom. Je l'ai été par le passé dans d'autres types et formats éducatifs. Mais ce que je remarque, c'est que
Alors je suis prof, mais avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que déjà avant de commencer, je ne savais pas si j'allais y arriver, mais je me disais bon, il faudra bien le faire et il faudra essayer de le faire bien et il faudra le faire tel que toi t'aurais voulu découvrir ce contenu. Ce qui fait que je me suis mise moi-même en position d'apprenante. Je ne pouvais pas délivrer quelque chose sans vérifier. Donc c'est là où le savoir est important et où la recherche de savoir et l'acquisition de compétences, l'acquisition de connaissances est importante, qui est disponible partout sur Internet, mais il faut aussi sélectionner le contenu de qualité. Donc ça veut dire pour moi au quotidien là de lire des livres de référence, de suivre des cours. Donc on pourrait penser que je suis des cours entre guillemets de compétiteurs, de personnes qui sont des concurrents Open Classrooms, mais c'est pas tellement comme ça que je vois les choses. C'est vraiment je me nourris, je cherche l'information ailleurs, je regarde ce qui marche sur moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a plu, pourquoi j'ai retenu cette information, pourquoi ça a marché, pourquoi ça a collé dans mon cerveau, pourquoi j'ai compris. Et j'essaye de réutiliser des bonnes pratiques après au quotidien, en termes de pédagogie, dans les cours que je donne. Avec toujours la vision que je ne suis pas un professeur world class, c'est-à-dire je ne peux pas donner les meilleurs cours du monde. Et si je cherche à faire quelque chose de parfait, dans 6 mois, j'ai toujours rien sorti. Mhm. Du coup, ma démarche, c'est d'apprendre, d'accepter que je ne sais pas tout et que je dois conserver un temps pour apprendre et pour acquérir la matière suffisante pour construire du contenu. Et ensuite, quand je construis, je lance, entre guillemets, je publie une première version sur Open Classrooms qui, au contact des apprenants, de leurs critiques, de leurs feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs, j'itère sur le produit. Je considère le cours comme un produit en soi, sur lequel j'itère et que j'améliore en fonction de l'expérience des utilisateurs sur ce produit-là. Mm. C'est marrant que tu dises ça maintenant parce que littéralement il y a quelques heures j'ai fait une petite vidéo et un mail pour mes clients coach apprendre à apprendre dans lequel bah, je vais expliquer un de mes mantras qui est le suivant en fait, c'est mieux vaut un travail imparfait fait qu'un travail parfait pas fait. Et moi Oui. c'est vraiment c'est ma guideline de tous les jours où je me dis ok c'est pas parfait mais je le lance quand même et je vais le perfectionner au fur et à mesure et finalement c'est une approche tout à l'heure, tu parlais de start-up, une approche qu'on dit lean, où tu améliores en faisant et en confrontant avec bah, des vraies personnes, du vrai retour. Et c'est ça qui est super parce que finalement, c'est le meilleur moyen d'apprendre, en tout cas par rapport à mon expérience personnelle, c'est ce que tu dis. Je fais quelque chose, je le teste, c'est imparfait, et je récupère du feedback, des retours des vrais utilisateurs, pas des amis qui vont me dire que c'est génial et qui vont me donner de la confiance en moi, Mhm. hein, mais des vrais utilisateurs qui vont avoir un esprit critique et qui vont vraiment me dire les choses, et c'est là que je vais vraiment m'améliorer. Et je trouve super comme démarche. C'est vrai, ben merci. J'essaye de faire au mieux. Après, j'ai une démarche itérative qui est au-delà d'un cours, s'applique sur le reste des cours, c'est-à-dire par rapport à un premier cours. Donc sur Open Classrooms, ce sont des cours vidéo, parce qu'on a compris que la plupart des personnes, en tout cas quand elles choisissent des cours d'initiation à tel sujet, préfèrent consommer de la vidéo. Donc on fait du contenu vidéo, mais on fait également le contenu miroir en texte pour les personnes qui ont besoin, ou soit qui préfèrent lire, soit qui ont besoin de trouver l'information qu'elles recherchent en particulier et qu'elles n'ont pas envie de suivre des heures de vidéo et c'est plus facile de chercher dans un texte. Et donc, ce que je fais, c'est qu'une fois que les vidéos sont tournées, évidemment, par exemple sur le premier cours, ça y est, le tournage s'est terminé il y a plusieurs mois. Euh, je ne vais pas retourner le cours immédiatement. Il faut quand même attendre une certaine période avant d'itérer sur un cours. Je peux itérer sur le texte, je peux itérer sur les quiz, les activités, mais je ne peux pas raccourcir la vidéo parce que 6 minutes c'est trop long et que les personnes décrochent au bout de 3 minutes. Par contre, ce que je fais, c'est que pour le cours suivant, j'essaie d'appliquer les changements que je voudrais faire sur le premier cours et je m'adapte. Et donc, normalement, le premier cours sera moins bien que le deuxième cours, etc., etc. On verra. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est que chaque cours ou ta démarche, à chaque fois, ce sont des projets très vivants qui évoluent,
qui progressent, etc. Et que toi, à partir de là, tu progresses aussi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais quelque chose que finalement, tu es tout le temps en apprentissage. Même si tu es en transmission de savoir en tant que prof, tu es continuellement en train de te former. Mais d'un point de vue de ton organisation personnelle, comment tu fais en fait pour réussir à former et à continuer à te former? Alors, c'est pas toujours facile en termes d'emploi du temps. Après, je dirais que c'est à la fois une nécessité et une motivation intrinsèque de ma part. La nécessité, elle est professionnelle, c'est-à-dire que j'ai complètement conscience et je le vois, je peux en témoigner autour de moi, que quand on bouge pas, en gros, on meurt. Je parle sur le marché de l'emploi, hein. C'est-à-dire que si on ne se tient pas à jour, si on n'évolue pas, si on n'accepte pas de se remettre en question, dans pas longtemps, on est outdated, quoi. C'est pas qu'on est, on sert à rien, mais c'est qu'on est devenu vieux pour le monde actuel. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, ça me fait un peu peur. Mais du coup, je ne cesse jamais de continuer à regarder ce qui se passe, à suivre. Donc, je suis connectée un peu sur tous les réseaux sociaux. Donc, je suis l'actualité des domaines dans lesquels je travaille. Ça va être le numérique et l'éducation très largement. Mais sinon, après, c'est une motivation personnelle. C'est que je suis toujours curieuse de choses, de plein de choses. Et j'ai toujours envie de savoir, de comprendre comment les choses marchent. Et parfois, je suis attirée par des matières qui n'ont pas forcément un lien direct avec ma vie professionnelle. Par exemple, des matières liées aux sciences, qui en fait, c'est un petit peu une revanche personnelle de ma part, c'est que j'étais pas bonne à l'école, voilà, et qu'en fait, bizarrement, bah, c'est des matières qui finalement m'intéressent aujourd'hui, à quasiment 30 ans, et que j'ai délaissé à l'école, soit parce que ça m'intéressait pas, ou soit parce que ça m'ennuyait, ou je ne voyais pas d'application dans la réalité, ou que j'aimais pas le prof, enfin c'était très arbitraire. Mais donc aujourd'hui, je me fais entre guillemets plaisir en suivant des cours qui m'intéressent, sans chercher derrière le gain, comment dire, de visibilité professionnelle. Je cherche pas un diplôme en particulier, de me faire certifier sur des cours que j'ai suivis. Mais j'aime bien et en fait, en faisant ça, en suivant des cours, donc je suis des cours sur Coursera, sur edX, sur Udacity, ce sont mes plateformes préférées, hors Open Classrooms évidemment pour lesquelles je travaille. Mais ces quatre plateformes, en fait, elles m'apportent à la fois un bien-être par rapport à ce besoin que j'ai de combler les vides de connaissances que j'ai envie d'apprendre. Et à la fois, ça me permet aussi de comprendre comment ces plateformes-là, elles vivent, comment elles évoluent. Et elles évoluent assez vite. Donc finalement, je fais à la fois de la veille sur des modèles économiques et sur de la veille de contenu, en fait. Mm. Mais du coup, dans ton emploi du temps, tu as des moments dédiés à l'apprentissage, ou c'est quoi? C'est du 10 minutes par jour, ou comment tu t'organises concrètement? Alors, le 10 minutes par jour, ça pourrait être possible. Dans mon monde, c'est pas, j'y arrive pas. Je pense que ça peut être une bonne idée. D'ailleurs, c'est conseillé. Je suis en train de suivre un cours de cognitive science et qui explique ça, justement, de faire du petit bout par petit bout. Moi, j'arrive pas parce que j'ai besoin de me concentrer sur une grande période de temps. Alors, c'est en général 1 heure le soir, pas tous les soirs, hein, évidemment, mais je vais le faire peut-être une fois par semaine et ça va être soit 1 heure un soir, soit je vais le rattraper le week-end. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être freelance. C'est que j'avais envie de faire partie d'une entreprise, de vivre dans une culture d'entreprise, mais je voulais pas être happée par des contingences d'emploi du temps et de choses à faire, etc. Ce qui fait que le fait d'être freelance me permet aujourd'hui de travailler 4 jours par semaine et de conserver un cinquième jour, hors week-end du coup, un cinquième jour sur lequel je suis libre et je m'autorise, je me donne le temps de faire les choses que j'ai jamais le temps de faire. Et dans ces choses-là, il y a suivre des cours et lire, basiquement. C'est les deux choses principales. Parce que sinon, en fait, faudrait des journées de 50 heures et voilà, c'est pas possible. Du coup, je me suis ménagé ce temps-là. Alors, Et, ça me permet pas de donner une solution, une réponse universelle à ta question de comment on fait pour mieux s'organiser parce que je sais pas trop. Non, mais de toute façon, je suis convaincu qu'il n'y a pas de réponse universelle, que tout le monde est différent. Comme tu dis, il y a certaines personnes pour qui les 10 minutes par jour conviennent. Moi, par exemple,
je suis un adepte du un petit peu tous les jours. Mhm. Mais après, je suis convaincu que chaque personne est différente et unique, et c'est ce qui fait notre richesse. Donc, à partir du moment où il y a une réponse universelle, je pense qu'elle est fausse. Oui, oui, Donc, oui. donc du coup, je n'attendais pas du tout voilà, de réponse particulière. Mais du coup, j'imagine quand même que tu as peut-être des techniques ou des outils que tu utilises pour augmenter ton efficacité en termes d'apprentissage. Euh, En termes d'apprentissage, alors, c'est quelque chose que j'avais pas forcément mis en place volontairement, mais maintenant je me rends compte, euh, depuis que j'ai chez Open Classroom une position à la fois d'apprenante et d'enseignante, entre guillemets, c'est que je me rends compte on apprend beaucoup quand on doit enseigner. Parce que si j'apprends quelque chose toute seule, je vais consommer du contenu de façon passive. C'est-à-dire, même si je suis motivée par la matière, je vais écouter ou je vais lire, ou voilà, en me disant ah ouais d'accord, ok, ok, je consomme le contenu. Après on me demande de m'évaluer, je passe les quiz et puis potentiellement 2 semaines après, je me souviens pas des réponses qui m'ont permis d'avoir juste au quiz parce que j'ai consommé du contenu éducatif juste dans le but de réussir des examens. Et ça, c'est une très mauvaise approche. Et je m'en rends compte maintenant. Ça fait des années, de toute façon, on est formé pour ça, hein, toute notre scolarité, à mal apprendre, c'est-à-dire qu'on apprend pour du one shot, on apprend pour restituer et on apprend rarement pour intégrer. Et comment on intègre? On intègre quand on regarde, quand on observe faire les autres pour de vrai. Ça, c'est le cas quand tu es par exemple un bébé et que tu es en milieu de personnes qui parlent une langue que tu ne connais pas encore, mais que tu vas apprendre à parler naturellement. Donc, personne t'aura forcé, on t'aura pas fourni une liste de vocabulaire, on t'aura pas tapé sur la tête parce que t'as pas fait ton heure par jour pour apprendre à parler. Tu t'es mis à parler naturellement parce que tu as regardé les autres et que tu as essayé de les imiter. Donc, quand j'approche une nouvelle matière, c'est ce que je fais. Sur des cours, par exemple, je vais regarder comment les gens enseignent. Ensuite, quand moi je dois le faire, je m'aperçois de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et le fait de faire des projets pour de vrai dans la vie, c'est très très formateur parce que souvent à l'école, on a l'habitude de faire des choses virtuelles, c'est-à-dire fictives. On fait un exercice qui n'a pas d'application dans la réalité. En fait, on ne pourra jamais prouver si ça fonctionne ou pas. Là, le fait de le faire pour de vrai, ça fait, ça déclenche quelque chose dans le cerveau. Je ne sais pas comment dire, c'est lié à l'action. Hein. C'est ce qu'on dit learning by doing. Donc ça, je trouve que ça marche énormément. Et aussi, alors, le fait d'enseigner, le fait de devoir expliquer, c'est un petit peu la démarche, tu sais, de quand tu dois expliquer quelque chose à quelqu'un qui a rien à voir avec toi. Imagine, tu vas à un repas de famille ou autre, tu vas au restaurant, il y a quelqu'un qui est pas du tout dans le milieu du digital ni dans le milieu entrepreneurial et qui va te demander ce que toi tu fais, Jérôme, dans la vie. Tu vas pas lui dire je suis le créateur de la semaine.com ou je sais pas quoi. Tu vas devoir lui faire comprendre ton mode de vie qui est radicalement différent du sien. Et pour ça, il va falloir que tu te mettes à sa place, que tu rentres en empathie et que tu passes un peu comme si tu devais expliquer ça pour la première fois à quelqu'un, comme si c'était. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou pas, hein, mais par exemple un enfant de 10 ans ou une personne âgée qui est pas du tout en lien avec ce que tu fais. Et en fait, tu dois trouver les moyens de faire comprendre à cette personne ce que tu vis et de transmettre des émotions. Et quand tu es rentré dans un contact humain comme ça avec quelqu'un, il y a vraiment quelque chose qui se transmet, je trouve. Et ce que j'ai fait pour l'instant chez Open Classrooms, c'est vraiment ça s'est encodé dans mon cerveau, c'est-à-dire que je sens vraiment une différence de quand je suis passive et quand maintenant là je suis active, comment les informations restent, comment j'ai vraiment appris, comment j'ai vraiment évolué. Hmm. Ouais, c'est hyper, c'est super ce que tu dis à plusieurs niveaux. Bah, déjà, par rapport à ce que tu dis, le fait d'enclencher les miroirs par justement le mimétisme, l'effet de groupe sur la motivation, l'empathie, etc. C'est vrai que ça c'est hyper important. Donc c'est le premier point que je trouve super. Et le deuxième, finalement, là c'est un peu plus personnel, c'est que j'ai l'impression que dans ta présentation, enfin, dans ce que tu viens de dire,
que tu es en train de démontrer en fait pourquoi ce que l'on fait avec nos coachs apprendre fonctionne. C'est assez marrant parce que c'est vrai qu'on se posait la question comment former avec plus d'efficacité. On s'est dit, bah voilà, c'est vrai que lorsqu'on apprend en groupe, bah, il y a plus d'effets d'émulation, il y a plus euh, de partage, d'échange, de tests, etc. Donc on dit, voilà, on va créer un groupe. Du coup, on a créé un groupe de 10 personnes qui voulaient apprendre ce nouveau métier qui est le métier de coach à apprendre. Et ensuite, on s'est dit, bah, on va pas seulement les former parce que c'est un peu plat. Nous, on est entrepreneurs et on sait que ouais, on va pas seulement leur former à des techniques, mais on a envie de leur former à un métier. Un métier implique aussi des projets, des actions, des résultats. Du coup, on a créé un projet commun, justement, comme tu disais, quelque chose de concret, qui est donc cette fameuse journée du 28 janvier à la Sorbonne, où bah, ces coachs-là vont prendre la parole devant 180 personnes. Et donc là, on D'accord. a tous un projet commun qui les booste et qui donne vraiment un fil conducteur, un objectif de groupe. Voilà, à la fois Ah oui. individuel, parce que chacun s'y retrouve individuellement, mais en plus en tant que collectif. Et on sent l'impact, le puissant impact qu'il y a justement sur ces personnes-là, sur nos coachs, à la fois en termes d'apprentissage, mais aussi en termes d'implication, d'évolution, justement, de leur côté. Donc, je trouve ça super. Ouais. Il n'y a rien de mieux, je rebondis sur ce que tu dis, il n'y a rien de mieux pour évoluer, pour mieux apprendre, que d'avoir du feedback d'expérience, de retour utilisateur. C'est beaucoup mieux que d'avoir une note à un quiz, par exemple. Et le fait que tes coachs vont se retrouver en position de parler devant des gens, de susciter de l'enthousiasme, d'essayer de changer les esprits, etc. Euh, c'est très important ce que ça fait dans leur cerveau, parce qu'en fait, c'est pas qu'ils ne peuvent pas rater, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit d'échouer, mais c'est qu'ils sont obligés de se mettre dans une posture d'y arriver, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ça fonctionne pas. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette école aux États-Unis, j'ai découvert ça récemment, mais c'est pas tout jeune. Ça s'appelle High Tech High, je crois, c'est un lycée ou High School High, je sais plus comment ça s'appelle, où en fait les étudiants n'ont pas le feedback traditionnel qui est la note, la fameuse évaluation par rapport à ce qu'ils apprennent, mais au lieu qu'on les note sur des projets qu'ils font sur l'année, ils exposent leurs projets et c'est les parents qui viennent voir. Donc ça fait carrément ils organisent une journée porte ouverte, c'est comme une exposition. Il y a des personnes de toute la ville qui viennent regarder les travaux des jeunes adolescents. Et ça, en fait, ils démontraient que c'était un motivateur, un moteur tellement plus puissant d'avoir peur, en fait. Enfin, c'est le jugement des autres, c'est le regard des autres. On est tous sensibles à ça. Alors évidemment, le but, c'est pas d'être anxiogène et de leur faire peur sur ce que les autres vont penser d'eux, mais c'est plutôt de se dire que toi, en tant qu'individu, tu sais qu'il y a des personnes qui vont venir, entre guillemets, admirer ton travail, et ça va te pousser à donner le meilleur de toi-même. Et ça, c'est beaucoup plus fort que si on t'avait juste donné une feuille à la fin du semestre en te disant de cocher les bonnes réponses à un quiz. Ah non, c'est sûr, et c'est évident, et en plus d'avoir cette vision de quelque chose que je vais apporter d'utile aux autres. C'est pas uniquement une Oui, présentation, c'est utile en plus. Donc ce que je fais oui. est utile, comme tu disais, c'est pas comme ce qu'on apprend en maths qui en fait sont hyper intéressantes et hyper utiles au quotidien, sauf qu'on nous l'a pas présenté comme ça. Donc on a l'impression que ça sert à rien et que bah, si ça sert à rien, on perd notre temps. Donc là, au Mhm. moins, c'est utile et en plus, c'est ouvert aux autres, c'est pas uniquement centré sur soi-même. Donc forcément, ça donne une dimension beaucoup plus grande et beaucoup plus impactante. Et puis c'est très gratifiant Et ben oui, d'arriver à passer ça aux autres, c'est sûr. d'avoir des compliments, d'avoir des gens qui viennent voir ce que vous faites, dire merci, poser des questions, ça fait tellement mieux grandir. Ah, c'est clair et bah, c'est ce que tu fais au quotidien finalement avec Open Classroom parce que là, ce que l'on dit, ça marche aussi bien dans, on va dire, dans du présentiel, mais aussi dans du virtuel. Par exemple, l'aspect un petit peu évaluation par les autres, pas dans l'aspect MOOC, parce que Open Classroom est le leader européen des MOOC. Même François Hollande a fait un témoignage, si vous allez sur leur site, moi ça m'a bien tiqué justement de voir un témoignage de François Hollande sur Open Classroom. Et en fait, dans les MOOC, ce qui fonctionne très très bien et que j'adore, c'est l'évaluation des pairs. Mhm, tout à fait. Et c'est vrai que sur Open Classrooms, on a essayé d'offrir une offre variée en termes d'évaluation de compétences. Donc il y a évidemment des choses que l'apprenant peut faire seul,
pour s'évaluer. Il y a aussi, comme tu dis, l'évaluation en pair à pair, donc c'est entre apprenants. Mais ce que on a remarqué, et puis toi tu dois le savoir aussi en tant que personne qui a suivi des MOOC, qui a suivi des cours en ligne, c'est un peu difficile dans un rapport un peu trop numérique, un peu trop non humain, j'ai envie de dire, de garder la motivation d'aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a justement pas ce contact dont on parlait tout à l'heure, très utile via les neurones miroirs pour apprendre, etc. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de récupérer ce rapport humain en intégrant à la plateforme des mentors. Les mentors, ce sont des professionnels de secteur. Donc si par exemple il y a un cours de programmation informatique, le mentor de ce cours-là, évidemment, est programmeur dans la vie. C'est pareil pour le marketing, c'est pareil pour la gestion de projet, c'est pareil pour le design. Et ces mentors-là, ils accompagnent de 1 à 20 étudiants chacun, hein, c'est selon eux, selon leur temps, selon leur envie. Et ils accompagnent les étudiants chacun 1 heure par semaine pour savoir où ils en sont, pour savoir ce qui les bloque, là où ils sont perdus, est-ce qu'ils ont des questions, comment ils peuvent répondre à leurs questions, les débloquer s'il y a juste un détail, quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ces mentors-là, en fait, nous, on leur fournit toutes les ressources nécessaires pour aider les apprenants, que ce soit des notes de cadrage pour savoir comment bien évaluer les étudiants, bien faire les soutenances, donc c'est les soutenances sur Skype. Hein. Donc ça reste numérique, mais le contact humain est toujours là. Et on leur explique, on les forme à ce qui est attendu d'eux, quelles sont les compétences qui sont demandées. Il faut vraiment qu'ils arrivent à valider, à prouver qu'ils ont validé telle et telle compétence. Et donc en fait, il y a ce rapport entre nous et les mentors et les apprenants et nous, qui fonctionne un petit peu en trinôme et qui, je trouve, est très efficace. Ou en tout cas, qui génère beaucoup d'émulation parce qu'il y a énormément de dialogue. On parle avec tous, on est connectés sur Slack d'ailleurs, tous. Et je trouve ça très pratique. Non, mais et c'est vrai que, comme tu dis, le rapport humain, la connexion humaine n'est pas limitée à du présentiel. Parce que, par exemple, pour un exemple tout simple, maintenant, quand vous allez sortir entre amis boire une bière, par exemple, bah, ça peut vous arriver de voir, je sais pas, la moitié de vos amis sur leur téléphone et qui sont pas du tout connectés avec vous. Alors que Mhm. en ligne, on peut être très connecté. Donc là, par exemple, on n'est pas, voilà, moi je suis à Londres, toi tu es sur Paris. Du coup, on est loin, mais il y a quand même cette connexion. Quand on fait des webinaires avec la semaine du développement, par exemple, il y a une connexion avec le public. Et c'est ça qui est génial aussi avec ces outils de télécommunication, c'est que finalement, à partir du moment où il y a une intention et une méthodologie justement pour canaliser les échanges, on arrive à vraiment créer du contact humain. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres aspects comme ça, donc chez Open Classroom, qui fait que vous avez vraiment une méthodologie ou une pédagogie unique? Alors, comme je te disais tout à l'heure, on fonctionne beaucoup en ligne euh, et puis aussi en collaboratif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, dans l'équipe éducation, il n'y a pas de manager. On est ce qu'on appelle self-manage. Donc, il y a des gens comme moi qui sont des auteurs, des profs. Donc, ça, ce sont des personnes qui créent du contenu, qui écrivent et qui passent en tournage après. Et il y a des personnes qui sont plus des chefs de projet et qui vont accompagner le développement de projets de réalisation de cours, que ce soit avec des partenaires externes, pour accompagner des mentors, pour accompagner des profs qui sont en externe et qui doivent créer du contenu également. Et en fait, toute cette équipe donc, qui fonctionne en self-manage, on a un processus de review et de reporting entre nous qui fait qu'on arrive à fonctionner de manière assez agile. Ce qu'on fait par exemple entre auteurs, donc on appelle auteurs en fait les profs. Ce qu'on fait entre auteurs, c'est qu'une fois toutes les 2 semaines, on se réunit et on se donne des idées sur comment améliorer nos cours. Chacun partage ce qu'il a essayé en termes de pédagogie, puisqu'on s'autorise à essayer, bien sûr. C'est pas du tout, comme je te disais, on n'essaye pas de sortir quelque chose de parfait et on se fait pas gronder à la fin si c'est pas parfait. On teste des choses, on regarde si ça marche. Si ça a marché, on le partage avec les autres et on dit voilà, regardez ce que j'ai fait, ça a bien marché, particulièrement tel point ou tel point. Là-dessus, j'ai un peu des difficultés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rencontré ce problème? Est-ce que quelqu'un est capable de me répondre, de m'aider à cette question? Donc voilà, et on fait ça toutes les 2 semaines entre les profs. Et après, à l'échelle globale de l'équipe, on se fait des reviews en binôme
Donc une fois par semaine, en fait, on est pairé, matché de façon aléatoire avec quelqu'un de l'équipe. Donc c'est le hasard, hein, on se retrouve matché avec une autre personne. Et avec cette personne, il faut qu'on se trouve un moment dans la semaine, donc il va durer une demi-heure maximum, ça veut dire 15 minutes chacun, pendant lesquelles on va demander à l'autre de review, ça veut dire de regarder quelque chose qu'on a fait et de donner son avis, ses conseils, ses remarques et éventuellement ses critiques. Et on fait ça pour plein de choses. Ça peut être un mail que tu as envoyé et tu veux savoir si ça a été bien formulé, si tu as bien réussi à expliquer ce que tu voulais dire. Ça peut être des illustrations du cours que tu as fait toi-même sur Illustrator et tu te demandes si c'est bien, qu'est-ce que la personne en pense. Ça peut être un bout de chapitre, un morceau de teaser d'un cours, etc., etc. Et en fait, ce travail-là nous permet de pas perdre notre temps en fait sur des trucs, sur des questions. Je veux pas les dévaloriser, hein, c'est des questions importantes, mais sur des questions banales et récurrentes qui arrivent en entreprise, qui sont est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Si je fais ça, est-ce que ça va bien être pris? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Là, en fait, on n'attend pas des validations d'un grand chef dans une réunion qu'on a que très rarement. Là, très vite, en 5 minutes, en fait, on a quelqu'un qui nous dit en face, ouais c'est bien, vas-y, ou non, moi je ferais pas comme ça. Donc en fait, ça nous permet d'accélérer et d'avoir un processus de feedback beaucoup plus efficace. Et entre guillemets, du coup, de s'autoriser, d'avoir la liberté d'essayer des choses nouvelles, d'être créatif et de pas avoir peur de se tromper. Waouh, c'est super inspirant. Ça fait penser à vraiment ce concept que j'avais envie de déployer en fait, mais que vous avez déjà très bien mis en place de manière très concrète. C'est finalement l'entreprise entreprenante et apprenante. C'est ça. Mais après, c'est pas facile tout le temps en fait. Parce que donc on arrive à le faire, évidemment ça nous donne du feedback, ça nous donne des idées, etc. Par contre, ça désoriente un petit peu sur des processus d'organisation auxquels on est habitué, mais par la force des choses. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de manager, faut t'accepter que t'as pas quelqu'un qui va te taper sur l'épaule en disant c'est bien, je suis fier de toi. C'est ce qu'on recherche en général quand on a un manager qui a un profil charismatique, qui a du leadership. On recherche de la reconnaissance. Et ça, dans les entreprises qui sont plus agiles, où il y a plus d'horizontalité, eh ben, on perd parfois ça. On perd ce rapport de mentorat, de personne qui va te prendre sous son aile, qui va qui te prend comme son poulain, qui va t'aider à grandir. On perd parfois ça, et ça peut être déroutant. Ça déroute certaines personnes en général, je pense, dont moi parfois aussi. On a besoin de repères, on a besoin d'organisation, on a Mais besoin de comprendre quel est le rôle de qui. Mais en même temps, ça nous force, alors pas de façon violente, mais ça nous force à chercher cette reconnaissance-là, à chercher cette épaule, à chercher ce mentorat auprès de nos pairs. Donc ça demande entre guillemets du courage et du temps de briser ces barrières-là, de briser une culture trop imprégnée, mais on y arrive et on évolue. Et quand il y a des choses qui marchent pas, par exemple les reviews, parfois ça peut être trop chronophage, et quand on a des rushs, quand on a beaucoup de travail, ça peut devenir source de stress et donc devenir inefficace. À ce moment-là, il faut avoir l'intelligence de comprendre que c'est pas forcément utile d'en faire un de façon systématique et trop fermée, et qu'il faut parfois changer d'attitude sur peut-être 2-3 semaines avant de revoir comment on va continuer sur la suite. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ça peut être perturbant, mais c'est un peu comme le coaching, hein. Le coaching, c'est pas forcément doux et agréable, mais des fois, ça permet justement de reprendre ses responsabilités, de se dire, ok, bah, il y a personne pour me faire la petite tape dans le dos, bah, je vais me la faire moi-même. Bah, par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur, où enfin, j'ai mes associés qui sont éparpillés en France ou en Pologne. Du coup, ben, c'est pas forcément évident d'avoir ce feedback-là. Donc des fois, ça permet de se prendre en main aussi et de se dire, ben voilà, ben là j'ai bien fait les choses, là j'ai peut-être moins bien fait, je peux progresser. Donc finalement, il y a ce côté aussi autonomie, responsabilité qui, à mon avis, hein, après ce n'est que mon avis, Mm-hmm. mais peut-être intéressant d'un point de vue auto-formation. Oui, tout à fait. Et ça va avec la maturité, je pense. C'est Mm. vraiment un truc, un apprentissage de la vie. Apprendre à être responsable, à devenir responsable de ses actes et pas toujours se reposer sur quelqu'un qui prendra la responsabilité sur lui si ça marche pas ou si ça marche.
Ouais, exactement. Oh, cette interview, j'ai l'impression qu'on pourrait encore la prolonger d'1 heure facilement. Au final, on pourrait presque en faire un MOOC sur, alors peut-être pas un MOOC, mais une formation sur Open Classroom. Du coup, on va quand même raccourcir un petit peu. Et il y a une question que j'aimerais te poser pour conclure cette interview, qui serait, voilà, l'interview est remplie de conseils. Là, si vous voulez Mhm. réécouter tout ça, moi je vais la réécouter en détail parce que dans cette interview, vous allez apprendre à la fois des aspects organisationnels, managériaux, d'apprentissage, etc. Donc il y a plein plein de conseils des gens en tant que tels. Mais si tu avais encore un conseil à partager avec nous, Lorraine, ce serait quoi? Alors ça peut paraître basique, mais ce serait de pas s'auto-censurer et de, malgré la pression autour de soi, qu'elle soit sociale, sociétale, économique, d'essayer quand même de suivre ce qu'on aime. Parce que quand on suit ce qu'on aime, on a les meilleures chances d'être le meilleur ou le meilleur possible en tout cas à ce qu'on fait. Parce que quand on fait quelque chose par obligation, on peut devenir bon parce qu'il y a eu des années de pratique, des années de galère, des années d'expérience, et par la force des choses, on devient bon. Mais on est surtout bon quand on fait quelque chose qu'on aime parce que par rapport aux autres, on a une motivation, on a une rage de réussir, on a une envie, on a une passion qui fait que on va dépasser nos objectifs initiaux, on va se surpasser soi-même et par rapport aux autres, on va vraiment faire la différence. Donc moi, j'ai cessé et puis pour dans quelques années, quand j'aurai des enfants et quand je me poserai la question de savoir dans quel système éducatif je les mets, qu'est-ce que je leur propose, j'essaierai, je pense, au maximum de les driver vers ça. C'est de ne pas croire qu'il faut suivre une voie parce qu'on nous dit que cette voie est bien, mais de suivre une voie parce que cette voie, on l'aime. Et que parce qu'on l'aime, on va donner tout le travail, toute l'énergie qui en général sont très dures à donner quand on y est forcé. Donc voilà, je pense que je dirais ça, de faire ce qu'on aime et de ne pas avoir peur aussi, parce qu'il y a souvent ce truc-là de dire ok, je veux bien suivre ma passion, mais je ne sais pas ce que c'est ma passion. Je ne sais pas ce qui me passionne dans la vie. C'est une question source de stress pour beaucoup de personnes qui ont l'impression de ne pas avoir de passion du tout. Il ne faut pas que ça stresse, il ne faut pas forcément chercher à avoir un truc dont on est passionné de façon extrême. Juste suivre ce qui nous plaît à l'instant T et pas avoir peur de changer de voie. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Parfois, j'ai suivi quelque chose parce que ça m'intéressait de faire ça. Puis à un moment, je me suis dit, bah non, j'ai plus envie. Maintenant, je vais faire ça. Et ça construit un parcours, ça construit des vies. Et c'est pas forcément mauvais de suivre une voie puis d'en suivre une autre. Et c'est les voies qu'on se trace. Oh, super, je ne rajouterai rien à ça. C'était un super conseil pour conclure cette interview. Donc, bah, merci beaucoup, Lorraine. Merci à toi. C'était super, j'ai appris énormément de choses et voilà, tu as une belle énergie aussi, donc c'est toujours agréable. Donc, bah, merci, Lorraine. Et bah, pour aller plus loin, vous pouvez aller sur Open Classroom, voir ce que Lorraine Castor fait, ou sinon sur lasemaine.com pour voir ce que l'on fait aussi. Bonne soirée à toi, Lorraine. Bonne soirée, Jérôme. À bientôt. À bientôt.